au ralenti, on a juste l'impression qu'il le touche. Il l'a béni. Il a touché la bouche de son adversaire. Ce dernier s'est endormi. Il l'a envoyé au royaume des rêves. Le mec, c'est Sandman. Voilà, maintenant, ça va être le nouveau surnom de Deontay Wilder. Ça va être Sandman, celui qui te touche et t'envoie au royaume des rêves. Hey yo la GOAT Family, j'espère que vous allez bien les GOATs, que vous êtes en train de passer un excellent week-end. En tout cas, normalement, ça devrait être le cas avec tous les combats de boxe qu'on a eu dans la soirée. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de podcast itinérant comme ça. Quelle belle occasion de le faire là, hein, avec le double event, triple event dont on a pu profiter hier soir. L'un en Australie, Kambosos et David Haney, dont ce dernier a magnifiquement défendu ses ceintures. C'était un peu un mismatch. Ensuite, il y a eu la soirée féminine hein, à Halo 2. Incroyable. La boxe anglaise et surtout la boxe féminine est en vie. Elle est en vie, la boxe féminine. Parce que là, ce qui s'est passé entre Alicia Bob Garner et Michaela Mayer, c'était très 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 costaud, un build-up très 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 solide et un combat qui a répondu à toutes nos attentes. Hein. Franchement, moi je pensais que Mayer allait tout simplement l'outboxer grâce à son pedigree olympique, que ça allait être too much pour la jeune Alicia. Loin de là, elle m'a surprise. Beaucoup d'explosivité du début à la fin et elle a su prendre les ceintures de Michaela. Ça, c'est costaud. Ça, c'est très costaud. Ensuite, on a une Savannah Marshall, la némésis supposée de Claressa Shield. Celle, justement, qui est la seule à avoir infligé une défaite en carrière à Claressa, et qui est The GOAT, Greatest Woman of All Time. Là, j'étais un peu, on va dire, dubitatif. Je pensais que l'explosivité, l'allonge et la percussion de Savannah allait causer énormément de soucis à Claressa Shield et ça allait potentiellement lui coûter le combat. Claressa a tout simplement montré qu'elle était un niveau au-dessus. La meuf, elle était en mode Vegeta du début à la fin. Pour ceux qui sont pas trop fans de boxe féminine, je vous conseille clairement d'aller regarder ce combat-là si vous l'avez pas vu parce que les 5 premiers rounds, c'était l'un des combats les plus rythmés et impressionnants. Tout sexe confondu, tout genre confondu, toute catégorie confondue que j'ai pu voir de toute ma vie. Les 5 premiers rounds, c'était un niveau, une intensité, un niveau vraiment remarquable. Et Claressa a su prendre le dessus. Mais en tout cas, grâce à ces deux-là, la boxe féminine a de très beaux jours devant elle. Et surtout, Claressa, à 13-0, elle est déjà 3 fois undisputed. Le palmarès de Claressa en boxe anglaise est vraiment édifiant. Bravo à elle d'avoir su prendre la revanche sur sa seule défaite. Savannah Marshall va revenir parce que c'est une boxeuse très, très, très dangereuse, très, très complète. Mais là, c'est pas de ces combats-là dont je voulais parler. Ni du combat de Devin Haney, ni du combat des filles qui étaient vraiment remarquables, mais plus de ce qui s'est passé à Brooklyn, New York hier soir, entre Deontay Wilder et Helenius, et Caleb Plant et Anthony Dirrell. Parce que là, en parlant dans un premier temps de Caleb Plant et Anthony Dirrell, je pense que c'est l'un des combats où dans l'histoire du noblard, c'est là où le trash talk a le plus mal fini pour celui qui le faisait. Anthony Dirrell qui a dit dans le build-up de ce combat-là, « I will never let a white boy beat me ». Donc je traduis pour ceux qui regarderaient ce podcast-là sur Spotify et qui n'auraient pas la traduction sous-titrée. Je ne laisserai jamais un homme blanc me battre. Lorsque tu apportes ce genre de propos-là sur la table, il faudrait que ton karaté suive. Il faut être sûr de son karaté. Mais là, Anthony Dirrell, j'aurais compris que tu dis ce genre de choses-là si tu étais en début de carrière. Là, tu es en fin de carrière. C'est dangereux. Tu as en face de toi un adversaire qui vient de perdre face à Canelo, mais qui a causé énormément de soucis à Canelo. Moi, personnellement, je vous dis tout de suite, si Canelo n'avait pas gagné par KO, celui qui avait l'avantage au point, c'était Caleb Plant. Après, bien sûr, moi, je suis biaisé, parce que moi, je suis team Sweet Hands, vous le savez déjà. C'est l'un de mes boxeurs favoris de la boxe moderne actuelle. Et là, j'ai été vraiment choqué par ce que j'ai vu. Parce que moi, un Caleb Plant, c'est quelqu'un que quand je le vois boxer, c'est simple. C'est la belle boxe. C'est quelqu'un avec qui, c'est l'un des boxeurs, l'un des pugilistes, auquel j'arrive le plus à m'identifier dans sa manière de boxer. J'aime énormément sa manière de boxer. In and out, prend très peu de coups, sur la défensive, travaille bien au corps, revient en haut. Voilà, c'est pas un gros puncher. Mais là, il nous a fait mentir, les gars. Son nouveau coach, dont j'ai oublié le nom, mais qui a entraîné des Julian Williams, c'est un coach qui tend à être légendaire s'il continue sur ce winning streak-là et avoir autant de titres. Je mettrai son nom dans la vidéo. Avec ce nouveau coach-là qui a vraiment orienté Caleb Plant vers un travail de puissance, parce qu'on savait qu'avec son ancien coach, il était vraiment beaucoup sur la coordination, et c'est ça qui a su causer beaucoup de problèmes à Canelo. Mais en termes de puissance, il n'a pas du tout inquiété Canelo. Et là, il y a son adversaire qui, durant tout le trash talk, toute la semaine des conférences de presse et autres, a dit « You can't hit », tu ne peux pas frapper, tu n'as pas de force, pillow hands, main de coussin. C'était, on va dire, dans le monde de la boxe de sa catégorie, avec des Benavidez, des Oskategui et autres. Oui,
On peut se dire, c'est vrai que c'est pas le plus gros des punchers, loin de là. Et pourtant, ce qui s'est passé, la même combinaison qui a envoyé au tapis Ouscategui, c'est-à-dire crochet gauche au corps, revient crochet gauche au menton, a complètement éteint, durant de nombreuses minutes, hein, c'était pas un faux KO, il l'a complètement déconnecté et éteint à Anthony Direl. C'était magnifique à voir. Magnifique à voir. Et même, avant que le KO arrive au 9e round, on a pu voir que, en termes de percussion, dans les coups, Caleb Plant s'est transformé en un combat. La défaite face à Canelo a été la meilleure chose qui puisse arriver à sa boxe. La meilleure chose. C'était magnifique. Je fais partie des premiers à dire que il suffit d'ajouter la puissance de frappe à un Caleb Plant et là, ça devient un boxeur très, très, très problématique pour n'importe qui. Parce qu'il a réussi à faire, face à Anthony Girel, ce que David Benavides n'a pas réussi à faire. David Benavides, c'est le monstro. C'est-à-dire mettre KO complètement un Anthony Girel. Oui, face à Benavides, Anthony Girel était beaucoup sur la défensive. Mais là, j'ai envie de vous dire, la manière dont Caleb Plant a déconnecté à Anthony Girel, ça envoie un sacré message. Un, à Jermall Charlo. Deux, à David Benavides. Parce qu'après le combat, on l'a vu, hein, les échanges qui ont eu assez tendus pour ceux qui ont regardé le combat, entre Jermell, le petit frère de Jermall, le jumeau, le champion unifié dans la catégorie d'en dessous, et Caleb Plant. Ça a commencé à chauffer. Et là, c'est magnifique en termes de marketing, en termes de construction de combat, en termes de matchmaking. C'est magnifique ce qu'est en train de construire Caleb Plant autour de lui. C'était exactement la victoire qu'il lui fallait pour dire « je suis là ». Moi aussi. C'est pas parce que Canelo m'a battu qu'il m'a complètement effacé de l'équation. Et là, bah, moi, personnellement, après, moi, je suis team Sweet Hands, j'avoue. Les gars, prenez pas trop à cœur mes analyses sur Caleb Plant parce que c'est vrai que je suis pas très impartial sur ce coup-là. Je l'avoue, je vous l'admets. Je suis un humain. C'est vrai que moi, j'apprécie énormément la boxe de Caleb. Et là, ce qu'il a su montrer, notamment en termes de transfert de poids, de percussion, la transformation, on a pu voir dans ses entraînements d'avant-combat, pour ceux qui ont regardé les médias indépendants américains tels que Fight Hub, Fight Hype et autres, qui travaillaient énormément sur, on va dire, cette puissance, cet enchaînement, ce transfert de poids, faire mal à son adversaire. Et cet enchaînement-là, il l'a travaillé. Il l'a travaillé, cet enchaînement-là. Et il est magnifiquement passé. Et bah, c'était la désillusion totale pour Anthony Direl qui est sorti directement après les longues minutes où il a dû se réveiller. Il n'a pas attendu la décision, il est directement entré au vestiaire. C'était une humiliation totale. Donc là, oui, Caleb Plant a envoyé un très très gros message et je dirais même que c'est le Caleb Plant 2.0. Oui, là, on a affaire à un nouveau Caleb Plant. Après un combat, je n'ai pas peur de dire ça. Maintenant, on va passer au combat de la soirée, the main event of the evening. Deontay Wilder, 97 kilos, les gars. 97 kilos. Plus de 10 kilos de moins lors de son dernier combat face à Fury. Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, athlétique. Ça me fait penser un peu au old school Wilder. Tu vois, c'est vraiment le skinny Wilder là, dont on avait fait face. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'il n'est pas arrivé comme ça face à Tyson Fury? Mais c'est vrai qu'arriver comme ça face à Tyson Fury, c'était un pari beaucoup trop risqué parce qu'il était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop lourd. Même là, on a pu voir dans les premiers instants, les premières secondes du combat face à Helenius, la manière dont il se faisait repousser avec telle aisance. Helenius lui mettait une pression physique phénoménale à Deontay Wilder. C'était impressionnant. Moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais attends, là, c'est une paille, Deontay. Il va rien pouvoir faire. Eh bien, rien pouvoir faire. Eh bien, en quelques secondes, il m'a fermé ma bouche. C'était effrayant, tout simplement. Effrayant. Il recule, il se sert du poids de son adversaire pour le renverser contre lui. Et c'est là qu'on se dit, le timing, c'est vraiment incroyable. Le timing de Deontay Wilder sur ce coup-là. Il a complètement cassé le tempo de son adversaire pour lui renvoyer tout son poids dans la mâchoire avec un contre du droit, direct du droit, en pleine poire, en pleine bouche. On n'avait pas l'impression qu'il était très puissant. Pourtant, il était complètement déconnecté, les yeux retournés, Helenius. Ça, c'est inquiétant. Parce que 97 kilos, éteindre des mastodontes de la sorte, tu te dis, ah ouais, même après 2 défaites consécutives face à un Tyson Fury, on peut pas nier le fait que c'est Deontay Wilder, le boxeur le plus excitant de la catégorie poids lourd, encore actuellement. Je suis désolé les gars. Là, je crois c'était pour un éliminatoire à la WBC, demi-finale. Donc là, potentiellement, ils vont essayer de faire un Andy Ruiz, d'après ce que j'ai pu voir des premiers rapports, Deontay Wilder, pour être le mandateur officiel, le challenger officiel pour Tyson Fury, la WBC de Tyson Fury. Moi, je dis oui, monsieur. Je dis oui, 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 monsieur. Parce que là, voir la technique, la rapidité et l'explosivité d'Andy Ruiz face à tout simplement j'ai rien d'autre à dire que la puissance destructrice de Deontay Wilder, c'est quelque chose que j'ai envie de voir. Complètement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bah, moi, c'était vraiment pour revenir dessus très très rapidement, hein, les GOAT. Mais dites-moi en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de ce combat-là.
Moi, ça m'a complètement subjugué. La manière dont il a éteint son adversaire, on a l'impression que le transfert de poids était hyper mal exécuté. Au ralenti, on a juste l'impression qu'il le touche, qu'il le, il l'a béni. Il, il a touché la bouche de son adversaire. Ce dernier s'est endormi. Il l'a envoyé au royaume des rêves. Le mec, c'est Sandman. Voilà, maintenant, ça va être le nouveau surnom de Deontay Wilder. Ça va être Sandman, celui qui te touche et t'envoie au royaume des rêves. Pour ceux qui ont la référence. Voilà, c'est le marchand de sable. Là, c'est le marchand de sable. Là, le mec, Deontay Wilder, avec ce qu'il vient de fournir, il vient non seulement de dire et de prouver aux gens que la catégorie des lourds sans Deontay Wilder, bah, c'est pas aussi excitant que ça à l'heure actuelle. Il vient de prouver qu'il n'a pas besoin d'être extrêmement lourd pour éteindre complètement tous ses adversaires. J'aurais aimé voir ce que ça donne un 97 kg sur plusieurs rounds, justement parce que peut-être que là, le déficit physique se serait fait ressentir, parce qu'on l'a vu dans les premières secondes. Vous, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est viable, un Deontay Wilder à 97 kg face à un gros Andy Ruiz ou un gros Tyson Fury pour un potentiel 4e combat, s'il y en a qui veulent le voir. Moi, personnellement, je voulais pas le voir de 4e combat, ça m'intéressait pas, mais après cette performance-là, ça commence à m'intriguer, les gars. Ah, en une performance, en un round, il m'a intrigué. Deontay Wilder, en un round, en un KO face à Helenius, ancien sparring partner pourtant, il m'a intrigué. Là, j'ai envie de voir ce que ça donne et j'ai envie de voir si Deontay Wilder peut récupérer une ceinture mondiale. Clairement, il a, je pense, envoyé un gros message à tous les détracteurs qui disaient qu'il était fini. Parce que, en termes de divertissement, la boxe à l'international, tout simplement, je ne vais même pas dire aux États-Unis, hein, la boxe mondiale a besoin d'un Deontay Wilder et a besoin de ce genre de KO-là qui sortent de nulle part. Moi, c'était mon petit retour à chaud. On parlera à froid de la boxe internationale, des poids lourds, d'Anthony Joshua. Hein, parce que, est-ce que là, c'est bénéf pour lui de prendre un Deontay Wilder de la sorte? Je pense que là, c'est le pire match-up pour Anthony Joshua. Clairement. Je pense que pour Anthony Joshua, prendre un Deontay Wilder à 97 kg aussi explosif et dangereux, c'est la pire décision. Je comprends pourquoi est-ce que Eddie Hearn parlait chinois au moment des négociations avant la trilogie entre Wilder et Fury. Là, je comprends parce que ce Deontay Wilder est un problème. C'est un très très gros problème pour la catégorie des lourds, même à son âge. J'ai hâte de voir ce que ça propose. J'ai hâte de voir comment est-ce que la nouvelle génération peut aussi se confronter à un Deontay Wilder. Mais en tout cas, là, il vient de réveiller la boxe poids lourd si elle s'était endormie. Je ne pense pas qu'elle s'était endormie, mais si là, pour finir, et je finirai là-dessus, si Deontay Wilder, imaginons, il bat The Boogeyman, le Terminator de la catégorie poids lourd actuelle, qui est, à mon sens, un Joe Joyce, qui voulez-vous d'autre pour prouver qu'il mérite sa chance mondiale? Si là, il éteint un Joe Joyce, je pense qu'il a mérité son 4e combat largement face à Fury. Le fait pour un Deontay Wilder de prendre un Anthony Joshua, ce serait uniquement dans un but financier, selon moi. Alors que d'un point de vue sportif, l'un des plus gros challenges, pour moi, ce serait Joe Joyce ou Andy Ruiz. Et après, pour l'argent, j'irai Anthony Joshua. Mais si s'ils ont l'intelligence de se diriger vers un Frank Warren et un Joe Joyce avec Al Haymon, là, je pense que Tyson Fury, il ira plus vers des Chisora ou je ne sais quoi. Je pense que Tyson Fury acceptera ce 4e combat. Sachant que pour lui, ça sera intéressant de voir ce qu'il se dit. Il va peut-être se dire, j'aimerais bien boxer, ça sera peut-être plus facile face à un Deontay Wilder à 97 kg. Et ça devient un combat piège. Parce que 97 kg, ça veut dire que la bombe, elle arrive plus vite au menton. T'as peut-être un avantage physique, mais ton menton, il est très vulnérable. Allez regarder le KO, les gars. Allez regarder le KO, c'est effrayant. Sur ce, les GOAT, on va essayer de faire tout doucement, reprendre les podcasts boxe anglaise. Parce que là, vous savez qu'il y a énormément d'interviews qui arrivent. Hein. Il y a même en boxe, en France, il y a Bilal Chkitou, David Papo au Zénith de Nantes. Ça va être un très, très gros banger. Ça va être un très, très gros combat. On va faire des interviews. Il y aura Ares 9 aussi au Dôme de Paris le 3 novembre. Beaucoup de combats. Damien Lapillus, Amin Ayoub. On fera des interviews. Il y a tellement d'events qui arrivent. Énormément d'events. Écoutez, en France, les sports de combat sont en feu. Donc c'est peut-être un peu pour ça aussi que je fais moins de podcasts et plus d'interviews pour votre plus grand plaisir. Mais on va pas complètement arrêter les podcasts. Sur ce, les GOAT, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis peace. Way to go.